La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, ravis de vous retrouver. Nous parlons météo et comme d'habitude, nous démarrons avec les températures qui expriment assez bien le temps qu'il fait en ce moment. Pas très froid ni très chaud. À vous de prendre toutes vos précautions pour passer une excellente nuit. Toutefois, nous vous recommandons de vous hydrater régulièrement. Les températures prennent de l'ampleur au littoral. Ça ira de 27 à 28, au sud-ouest de 25 à 27, tandis qu'au nord-ouest et à l'ouest, ça oscillera autour de 23 à 25 degrés. Dans les détails, nous allons faire un tour à l'ouest Cameroun. Il fait 26 degrés à N'Chang contre 23 à Baganté ce soir. Et demain matin, on aura un peu plus de fraîcheur avec ces 17 degrés, par exemple, à Banjul. Ensuite, nous allons faire un tour au sud Cameroun. Attention, la chaleur sera présente à Mbam ce soir, 29 degrés. Et demain matin, on perdra 2 à 3 degrés, espérant que cette chaleur soit moins intense. Nous terminons avec la région de l'Adamawa, 26 degrés à Tibati ce soir. Demain matin, les températures oscilleront de 19 à 20 degrés de température. Ce soir, je vous présente les cases traditionnelles des Peuls que vous pourrez encore retrouver dans la région de l'Adamawa. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Lumière sera faite sur l'incident de Garbou. Le président de la République donne 8 jours à la commission qui l'a instruite ce jeudi. Nous irons dans le nord-ouest pour les images sur le terrain. Lumière plutôt rare dans les rues de Douala alors que la voirie urbaine de la capitale économique est en pleine mutation. Le visage mi-figue, mi-raisin de Douala dans ce 20h30. Lumière sur les Lions A'. Qu'est-ce qui coince vers les buts? Est-ce vraiment la bonne formule qui se prépare pour le CHAN 2020? Éclairage à suivre en page des sports de ce journal. Voilà pour les titres. Les grands pas de l'intégration sous-régionale marqués ce jeudi à Bangor au Tchad. La cérémonie de lancement du deuxième pont sur le Logone entre le Tchad et le Cameroun. C'était ce jour le président tchadien Idriss Déby Itno et le représentant personnel de son homologue camerounais, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, ont ensemble posé la première pierre de l'ouvrage. Nous y reviendrons dans le cours de ce journal avec nos envoyés spéciaux qui reviennent à peine ce soir de Bangor. 8 jours, c'est le temps imparti à la commission décidée par le chef de l'État pour établir les faits sur ce qui s'est passé à Garbou dans le Dongamanton, région du Nord-Ouest. Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique annonçait la nouvelle ce jeudi au cours de la cérémonie de distribution d'un autre don du couple présidentiel aux familles des personnes déplacées. Le reportage à Bamenda, Augustin Guizana. Il faut maximum 30 minutes à vol d'oiseau de l'aéroport de Bafut pour allier Tumbo dans l'arrondissement de Ndou, département du Dongamanton, région du Nord-Ouest. Atterrissage ici au Palais Royal de Tumbo se trouvent 200 familles déplacées. Se sentent mieux en sécurité. We are happy for our army that they came here. On est content de notre armée. Depuis qu'elle est ici, on dort paisiblement. On n'a pas de problème. We are not having any problem. Mais ils sont en détresse. Le couple présidentiel Paul et Chantal Biya n'est pas resté indifférent à leur souffrance. Au-delà des produits de première nécessité, le chef de l'État a créé une commission d'enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Son représentant ici demande aux populations de collaborer avec la commission afin que jaillisse la vérité en 8 jours. Pour ceux qui auraient des faits à déclarer à la commission d'enquête de s'apprêter à le faire afin que seule la vérité triomphe en Garbou. Le chef du village Tumbo Fonfort, Mohamed, joint sa voix à celle de l'autorité administrative pour inviter les populations en général et surtout ceux qui ont pris les armes contre la nation de les déposer, afin que Tumbo, comme l'ensemble du département du Dongamanton, continue de vivre en paix.
Et pour l'harmonisation de cette relation, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme prépare la campagne d'explication de la récente loi portant promotion des langues officielles au Cameroun. Ce jeudi, le président de l'instance, Peter Mafane Moussongue, conduisait une session d'appropriation de cette loi par les membres de sa commission. Le compte rendu de ces travaux avec Séverin Alégambélé. À travers la session d'appropriation de la loi portant promotion des langues officielles, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme se donne des moyens d'éviter toute interprétation erronée de certaines dispositions. Les membres de la Commission qui doivent animer la campagne d'explication sur le terrain ont besoin eux-mêmes d'avoir des clés de lecture du texte de 30 articles qui fixent le cadre juridique de la promotion du français et de l'anglais, deux langues d'une égale valeur. Vous savez bien que le président de la République nous a donné des instructions de populariser la loi. Alors donc nous avons voulu nous mettre au même niveau de compréhension en vue d'aller expliquer aux groupes cibles, aux populations, les bien fondés de cette loi. C'est le premier fruit du grand dialogue national. Et donc c'est très important. Le président de la commission a fait venir les experts du droit pour l'appropriation des éléments de langage, l'approfondissement du texte et même le contexte dans lequel cette loi est promulguée le 24 décembre dernier. En son article 5, la loi indique qu'elle vise précisément à garantir l'usage systématique des deux langues officielles comme langue de travail dans les entités publiques et les services ouverts au public. Garantir le droit de tout citoyen à échanger librement avec l'administration publique et bénéficier des services qui le requièrent de celle-ci dans la langue de son choix. Garantir enfin la publication et la diffusion simultanée des textes législatifs et réglementaires dans les deux langues, chaque version faisant foi. Sur le processus électoral à présent, l'audience solennelle de proclamation des résultats pour ce qui concerne l'élection des députés à l'Assemblée nationale a lieu demain vendredi 28 février à 11h. Ce sera dans la salle inaugurale du Palais des Congrès de Yaoundé. C'est une annonce contenue dans un communiqué du président du Conseil constitutionnel, Clément Tangana, communiqué parvenu à notre rédaction en tout début de soirée. Et il faut noter que ce sont 167 députés sur les 180 qui seront proclamés élus au cours de cette audience solennelle, entendu que les 13 autres sièges sont remis en jeu lors des élections partielles qui seront conduites prochainement dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, et ce, conformément au verdict de la haute juridiction qui vient d'annuler le scrutin dans 11 circonscriptions dans ces deux régions. Ce soir, Séverin Alégambélé revient sur les arguments juridiques qui ont donné gain de cause au SDF pour obtenir cette annulation. L'arrêt du Conseil constitutionnel s'appuie sur des éléments de droit. Les observations du conseiller rapporteur Paul Nkui prennent en compte le fait que l'ECAM a violé l'article 96 du Code électoral, un article qui parle des bureaux de vote à mettre en place par la Direction générale des élections et non de la création des centres de vote. La dénomination centre de vote, c'est administratif. Ce n'est pas prévu dans la loi, mais c'est technique pour permettre une bonne fluidité des électeurs. On a dit c'est un centre de vote. Et cette articulation des centres de vote, c'est depuis 2013, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est cela qu'on a repris aussi en 2020, le 9 février dernier, et cela s'est fait aussi dans toutes les régions. Sauf que pour le cas du sud-ouest et du nord-ouest, en voulant créer les centres de vote à des endroits sécurisés, on a éloigné les bureaux de vote, qui étaient restés les mêmes dans leur appellation. C'est ça donc qui a créé le problème. Dans les 10 circonscriptions du nord-ouest et le Lébi-Alem dans le sud-ouest où il faut organiser des élections législatives, Elections Cameroun pense trouver des solutions pour un scrutin crédible en accord parfait avec les autres acteurs du processus électoral. On ne va pas changer les bureaux de vote, ce sont les mêmes bureaux de vote et les mêmes électeurs. Mais ce qu'on va faire, c'est que ces centres de vote, on va les multiplier. Maintenant que les forces de sécurité sont plus libérées dans d'autres régions, on pourra les mobiliser plus à cette circonscription concernée pour mieux protéger les électeurs, c'est tout. Le dispositif du scrutin du 9 février dernier reste en place. On y ajoute quelques aménagements. Mais au ministère de l'administration territoriale, agent du gouvernement dans le processus électoral, on estime qu'il faut à la fois assurer le droit de vote et
et la sécurité des citoyens. Ce communiqué de presse dans la suite du journal en qualité de représentante personnelle de Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, Madame Grace Dion Gouté, coordinatrice générale du CERAC, préside la cérémonie d'inauguration des écoles publiques maternelles et primaires francophones et bilingues des Foulanes, construites et équipées par le CERAC, et de remise des dons aux femmes rurales de la arrondissement des Foulanes, département de l'Anvila, région du Sud. Ce sera demain vendredi 28 février à 11h précise. C'est un communiqué signé par le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo. Le programme de cette cérémonie, que je vous le donne dans le journal, à 7h30, la mise en place des populations et des groupes de danse. À 9h30, l'arrivée des invités, l'arrivée des autorités administratives suivra à 10h15. Et puis à 10h, l'arrivée de la délégation du CERAC. 10h50, arrivée de la représentante personnelle de Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du CERAC, l'accueil, la remise d'un bouquet de fleurs, l'installation à la tribune d'honneur, et à 11h, ce sera le début de cette cérémonie avec l'exécution de l'hymne national, les prières interreligieuses, le mot de bienvenue du maire de la commune des Foulanes, le mot de remerciement des bénéficiaires, le mot du directeur de l'école publique francophone, le mot du délégué du MINPROF de l'Anvila, l'allocution du délégué départemental du Minédub de l'Anvila, le discours de la représentante personnelle, Madame Chantal Biya, l'épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du CERAC, la lecture de la liste des travaux, lecture de la liste des dons, la remise symbolique des dons, la photo de famille, la coupure du ruban symbolique, la visite guidée des écoles construites, rénovées et équipées, la visite de la foire exposition agro-pastorale et artisanale. Et puis à 13h, ce sera la fin de cette cérémonie. Où donc est passé le pagne du 8 mars 2020? La question s'impose. L'étoffe est plutôt rare, même dans les points de vente de la SICAM, la société productrice de ce matériau. Les clients ne savent plus où donner de la tête à 10 jours environ de la Journée internationale de la femme. Et c'est le système des comme débrouillardises qui est en marche. Laurence Okalia est sur les pistes du pagne du 8 mars à Yaoundé. Le tissu pagne de la fête de la femme est aussi rare qu'une porte fermée à la SICAM un jour de semaine. Les stocks disponibles s'écoulent à une vitesse vertigineuse et malheureusement, il faut attendre assez longtemps pour avoir le précieux sésame. Je suis là depuis 5 h du matin aujourd'hui, je cherche le pagne, je ne parviens pas à avoir le pagne. Bon, moi, je rentre comme ça sans pagne. En réalité, il est possible de s'en procurer. Le marché noir a toutes les couleurs, mais à des prix exorbitants. Ça sort ici, on vend ici à côté, à 12 000, 10 000. Une expérience difficile pour les revendeurs qui fouillent et refouillent depuis plusieurs mois. Je suis allée à la SICAM en janvier. Malheureusement, on m'a fait comprendre qu'on allait produire ça en petite quantité. Ce n'est qu'en février que j'ai constaté qu'il n'y en avait plus suffisamment. Donc je n'ai pas pu vendre les pagnes du 8 mars. C'était vraiment pas beaucoup. Mais comment célébrer la femme sans le rituel tissu pagne? Si j'ai un pagne de scia, je vais couper à ma soeur. Le mien, je vais le donner plutôt à maman. Je crois que c'est la meilleure façon. Avec ou sans, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours célébration. Si je n'ai pas le pagne, j'aborde juste le pagne de l'année dernière. S'il n'y a pas de pagne, je ne suis pas obligée de porter. Si j'ai l'occasion, si je vois, je vais prendre. À cette allure, en tout cas, le 8 mars 2020 ne sera pas entièrement vêtu. Les activités pour cette célébration du 8 mars 2020 étaient lancées hier mercredi à Kribi, dans l'océan, par Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Et nous nous attardons un tout petit peu à Kribi pour faire la connaissance de Marthe Nsouké. Elle est propriétaire d'une pirogue de pêche. Elle est native de Kribi, dans ce département de l'océan. Une cinquantenaire plutôt passionnée par la pêche.
Elle pratique là une activité essentiellement réservée aux hommes. Mais notre reporter Yves Landry Bandamassi a pu la rencontrer à la plage de Nzami où elle attend le retour de sa pirogue au large depuis 2 jours maintenant. Regardez plutôt. Du haut de ses 1,67 m pour 77 kg, Marthe Souki est connue de tous au débarcadère de Nzami. Maman la Grâce, comme on l'appelle affectueusement, anime ce secteur d'activité depuis plusieurs années dans cet univers. Il y a un papa, c'est lui qui m'a accompagné, c'est lui qui m'a donné une idée de le faire. Et j'ai des enfants qui me donnent la force de le faire. Mon premier fils, vous l'aviez vu là tout à l'heure, c'est lui qui part avec une autre personne pour voir ce qu'ils peuvent faire. Tout commence par l'équipage, composé de 2 à 3 personnes qui ont l'habitude de prendre le large pour se rendre en haute mer afin de capturer du poisson pour la commercialisation et la consommation. J'ai une pirogue, il y a une pirogue qui s'est cassée. La pirogue ne doit pas faire un mois au bord ou bien 2 semaines sans aller en mer, c'est que tu n'as rien. Il faut toujours te battre à faire partir la pirogue. Parce que des fois, ils reviennent, ils n'ont rien. Il faut être dynamique, il faut être sûr de ton travail. 25 familles ont de quoi se nourrir 2 fois par semaine dans la petite entreprise qui recrute les jeunes juste le temps d'un accostage. Nous sommes là pour gérer beaucoup de familles. Alors, il y a 2 personnes qui vont en mer. Et quand ils accostent, il y a des gens spéciaux pour faire monter la pirogue. Et après avoir monté la pirogue, on leur donne du poisson. Ils se partagent où ils vendent. N'hésite pas à hausser le ton, même contre son propre fils, qui fait partie de l'équipage, lorsqu'elle constate quelques dérapages, lesquels sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement de la chaîne de travail et de nuire à sa réputation. Et au long de la semaine qui va commencer, vous découvrirez d'autres profils exceptionnels, d'autres dames ici au Cameroun. Et c'est dans la perspective de la célébration de ce 8 mars 2020. Parlons santé avec cette quinzaine d'apprenants internationaux qui passent l'épreuve pour le diplôme universitaire de chirurgie endoscopique en gynécologie depuis ce jeudi. Ici à Yaoundé, c'est au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Les jeunes médecins en spécialisation sont venus de près de 10 pays à travers le monde et ils font partie de la toute première cuvée de ces spécialistes formés au CRASER. Joseph Clément Ongba est allé de près pour voir cette formation. Séance pratique dans l'un des blocs opératoires du CRASER. À la manœuvre, Dr Adel Shervin, venu des États-Unis, et d'autres sommités scientifiques. Il s'agit pour ses membres de la Société internationale des chirurgiens endoscopiques en gynécologie de mettre les pieds des jeunes chirurgiens à l'étrier pour une maîtrise maximale de cette chirurgie mini-évasive. Nous sommes des chirurgiens endoscopiques en devenir. Nous espérons être davantage outillés sur les techniques usuelles, sur la prise en charge des pathologies usuelles en endoscopie, notamment les pathologies annexielles, la pathologie des myomes, l'endométriose et la prise en charge de l'infertilité. On est en train d'apprendre les nouvelles technologies, notamment l'endoscopie, et cette formation est très capacitante. Pour que le savoir savant s'allie au savoir-faire, l'on priorise la pratique. La société internationale avec les universités locales, comme ici la Yaoundé 1, on veut donner aux gens quand même un surplus nécessaire pour pratiquer l'endoscopie. Nous sommes inspirés de ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays européens, où la formation elle est beaucoup plus axée sur la transmission des compétences. Il y aura de la théorie dans presque 25 à 30%, mais surtout aussi il y aura 70 à 75% de pratique. Les cours théoriques se déroulent à l'amphithéâtre. Pour la pratique, on passe d'abord par les simulateurs. C'est fait avec ceux qui pratiquent déjà, mais qui viennent pour un renforcement de capacité, qui est donc sanctionné par un diplôme. Cette première session qui s'achève le 6 mars prochain positionne le CRASER comme une des meilleures plateformes de formation en chirurgie endoscopique en Afrique.
Revenons à cette grande actualité du jour et cette intégration en marche entre le Tchad et le Cameroun. Ce jeudi à Bangor au Tchad, c'était le jour de fête pour la cérémonie de lancement du deuxième pont sur le fleuve Logone entre ces deux pays, le Tchad et le Cameroun. Un deuxième pont qui donne beaucoup d'espoir aux populations des deux localités frontalières de Bangor et de Yagua. Le président tchadien Idriss Déby Itno et le représentant personnel de son homologue camerounais, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, ont ensemble, main dans la main, posé la première pierre de cette infrastructure. Laurentine Bokono, notre envoyée spéciale à Bangor, revient à peine de cette mission. Comme sur un cheval, la coopération entre Yaoundé et N'Djamena vient de prendre un nouvel élan. Que de bonnes paroles entendues ce jeudi 27 février sur les berges du fleuve Logone, dans la localité de Bangor, département du Mayo-Boni, province du Mayo-Kébi-Est. Alors que le soleil sahélien darde de ses rayons la lagune, un chef d'État, un premier ministre, plusieurs personnalités des deux pays frères et amis accompagnent les partenaires au développement, l'Union européenne et la Banque africaine de développement, avec fierté et détermination, procède à la pose de la première pierre qui matérialise ainsi le lancement des travaux sur le pont du Logone. Selon la Banque africaine de développement, 70 cas de noyade sont dénombrés annuellement dans le fleuve Logone que les riverains traversent par divers moyens d'infortune. Sauver des vies sera le premier apport de ce pont. En souhaitant la bienvenue aux différentes personnalités, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Ahmad Tawam Ahmad, salue l'engagement des autorités des deux pays qui viennent de donner un coup d'accélérateur à ce projet d'intégration sous-régionale qui va permettre de booster les échanges au sein de la CIMAC. Partenaires stratégiques, l'Union européenne et la Banque africaine de développement fortement impliqués dans la réalisation de ce projet infrastructurel iront aussi de leur appréciation en soulignant leur volonté commune de contribuer à la réalisation de ce projet dont l'importance est avérée. Sur un linéaire de 620 mètres pour un coût total de 74 milliards de francs CFA établi sur 36 mois, le deuxième pont sur le Logone, après celui de Ngeli entre Kousseré et N'Djamena, aidera à l'intensification des échanges commerciaux entre le Tchad et le Cameroun, à travers notamment l'ouverture d'une nouvelle voie de transit. En plus de l'aménagement des voies de raccordement au pont, à cela va s'ajouter la réalisation de certaines infrastructures socio-économiques. Et d'autres manifestations viennent booster cette intégration dans la sous-région. Par exemple, cette 11e édition de la foire transfrontalière d'Afrique centrale qui va se tenir du 24 juin au 6 juillet prochain à la première réunion préparatoire ce jeudi ici à Yaoundé. Comme on le voit à l'image, les membres du comité d'organisation ont harmonisé leur violon. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement. Ce rendez-vous annuel de la FOTRAC qui se veut un espace de partage d'expériences pour le développement de l'Afrique va se tenir cette année pour le Cameroun à Kiossi au sud et pour la Guinée équatoriale à Ebébéine. L'actualité des régions, ce jeudi, dans le 20h30, nous allons dans le littoral, à Douala précisément, où la pénombre est partout dès la nuit tombée. L'éclairage public se fait rare, aggravé par les coupures intempestives d'électricité. Une situation qui préoccupe à moins de 40 jours du Chan 2020. Tentons de retrouver notre reporter Aboubacar Abo dans la nuit de Douala. Il se noie dans l'obscurité et perd sa magie lorsque tombe la nuit. En effet, la beauté et la majesté du deuxième pont sur l'Ovouri s'assombrissent sous un voile de ténèbres depuis que ces luminaires se sont progressivement éteints. La situation n'est pas sans conséquences car le trafic se complique et circuler devient dangereux. Les voitures peuvent vraiment se retrouver dans le Vouri. On ne peut pas compter le nombre de motos qu'on a perdu là. Ce n'est que Dieu qui nous garde. Des ténèbres qui ont même chassé les amoureux qui se coulaient des regards d'affection.
sous les lampadaires de l'imposante bâtisse. L'aéroport international de Douala, la porte d'entrée de la ville, n'est pas éclairée. Les causes sont les mêmes. Les dispositifs présents sur les lieux sont défectueux. Les accessoires lumineux clignotent. La vue se brouille. Vives sont les critiques des populations qui en appellent à la conscience des acteurs du secteur. Ils doivent faire beaucoup d'efforts d'améliorer les programmes de travail pour mieux un peu satisfaire la population à ce moment. Vraiment, c'est pas facile. Il faut que le gouvernement essaye de voir ce qu'il peut faire. L'Ochan est aux portes et c'est plus que jamais le moment pour le pays de briller de mille feux, littéralement. Voici donc l'entrée du second pont sur le Vouri éclairé à moitié. La photodistributeur d'énergie électrique en mode alternatif et intermittent. Ici dans la capitale économique depuis un certain temps, l'énergie électrique reste une source insaisissable. Ici Christian Dipa, Oubacar Rabo pour la CRTV. On vous a bien vu. Plutôt un peu éclairé. Sur ce pont à Douala, Aboubacar, merci, mais tout n'est pas sombre dans cette capitale économique. Les grands chantiers ouverts sur les entrées est et ouest redonnent du sourire aux populations. Les embouteillages s'estompent et les nerfs se détendent. Dans la circulation à Douala, retrouvons maintenant Prudence Mbazoa. Retrouver le domicile était devenu pour Christelle, étudiante, un véritable calvaire. Elle faisait des migraines à l'idée de partir de Bonamoussadi, son quartier de résidence, à Bonapriso, son centre d'études. Avant, ça pouvait prendre 1 heure de temps à 45 minutes pour arriver au feu rouge. Mais à présent, je peux faire juste 30 minutes. Christelle n'est pas unique à partager un tel sentiment de soulagement. La souffrance est dans les oubliettes chez tous ici. Désormais, ses habitants tout sourire se prélassent sur de nouvelles voies en admirant la transformation palpable des différents quartiers que compte le 5e arrondissement de la ville de Douala. Au jour d'aujourd'hui, on peut se rendre facilement à Ndokoti, on peut se rendre facilement à Bonamoussadi. Ces kilomètres de bitume ne font pas que des envieux dans le 4e arrondissement. Ici, les habitants savourent depuis un moment les bienfaits du second pont sur le Vouri, parfaite illustration du nouveau visage de la cité moderne qu'est Douala. Auparavant, je ne m'hasardais pas à traverser le pont facilement, mais depuis que le nouveau pont est là, je parviens à traverser rapidement et rentrer. Cet air de changement, on le respire aussi de l'axe tunnel Logbaba jusqu'au commissariat du 8e arrondissement à Dakar, en passant par le marché Ndokpassi en contournant Ayassa, sans oublier le carrefour Saint-Michel. Sur la pénétrante Est, le rythme du travail reste très accéléré. La bouffée d'oxygène devrait aller croissante pour les riverains de cette partie de la ville au fur et à mesure qu'avanceront les travaux. Ici à Yaoundé, la capitale, l'une des questions cruciales reste bien l'occupation du rond-point de la poste centrale par les vendeurs dits à la sauvette, une épine au pied des officiels et des populations. C'est un objet d'enlaidissement de cet axe pourtant très important. Dès la nuit tombée, il est envahi par toutes sortes de vendeurs à la sauvette. Donc, leur casement au marché Mokolo ne semble pas convenir du tout à ces acteurs du secteur informel. Nous allons maintenant retrouver François Bakary de CRTV Centre qui est allé sur le terrain pour faire la lumière sur cette situation aujourd'hui. À la recherche de leur pitance, certains Camerounais investissent chaque jour qui passe le rond-point de la poste centrale et l'avenue Kennedy. Ils vendent, parfois à la criée. Seuls importent leurs envies de s'assurer le pain quotidien. Et cela ne va pas toujours sans conséquences. L'activité n'habille pas la cité. Les pouvoirs publics veulent assainir et décident de les délocaliser. Partir ou rester, on est sur un petit nuage. On a octroyé 200 comptoirs à ces vendeurs où le superviseur général du marché et moi qui suis le représentant des sauveteurs, on a essayé de travailler sur ça. On nous a transmis la liste, on a travaillé sur ça. On a essayé même de les appeler. D'autres sont venus. On les a attribué le comptoir, c'est-à-dire
le numéro que vous voyez sur les comptoirs, on les a attribués chacun. Mais depuis ce jour, personne n'est venu ici là. Pour les accueillir, tout un site a été aménagé à cet effet. Le plus dur, c'est de quitter l'avenue Kennedy et la pause centrale. Il n'y a même pas les gens ici là. Les gens s'arrêtent. Ils se sont seulement en route. Ils ne viennent même pas ici. C'est ça le problème. Il faut qu'on amène aussi les gens ici là, qu'ils viennent aussi s'installer comme les autres. Peut-être les clients vont venir. Nous leur demandons toujours que la place qui a été réservée pour eux sont toujours disponibles. Qu'ils essaient parce que dans notre pays, nous voulons la paix. On ne veut pas, ça dit il faut comprendre l'État, nous voulons la paix dans notre pays. Que ce gars-là quitte la poste centrale, ils viennent rejoindre et récupérer leur place. Les pouvoirs publics ne fléchissent point. Le dernier arrêté préfectoral se veut clair. Les vendeurs à la sauvette de la poste centrale et de l'avenue Kennedy doivent regagner leur nouveau site. Ce n'est que le début d'un épisode. Un dossier à suivre donc. Allons dans l'extrême nord Cameroun où plus de 4000 jeunes s'activent sur les chantiers des routes communales et de la fabrication de matériaux de construction. C'est là la deuxième phase de ces opérations IMO entendées à haute intensité de main-d'œuvre, des opérations impulsées par l'Union européenne à travers le PNDP, le Programme national de développement participatif. Le bilan de ces opérations sur le terrain à Maroua avec notre envoyé spécial Daniel Menanga. Une forteresse du développement local s'érige à Marvac, comme pour briser les barrières culturelles et religieuses. Ici, 80 km de Maroua, région de l'extrême nord. Les femmes ont transporté autant les terres que les hommes et rémunéré de la même façon également. Surtout la sensibilisation. Les femmes ont été sensibilisées sur les travaux IMO, sur ce que cela peut leur apporter. Il y a leur autonomie par exemple. Elles peuvent aussi avoir l'accès à la terre comme les autres. 6 mois après, le résultat est juste impressionnant. Ça c'est la mare qui est prévue pour le stockage d'eau. Quand la pluie a cessé, maintenant les animaux n'arrivent plus à trouver de l'eau. On utilise cette infrastructure que vous voyez ici par le système de motopompe. 158 798 mètres cubes d'eau stockés pour répondre aux besoins d'une population agro-pastorale. 1 heure et plus de route caoteuse, Djagalai, Maroua 1er. On déguste peu à peu les fruits de la haute intensité de main-d'œuvre, avec ce parfum d'oignon frais envoûtant à l'odorat. Le 9 novembre 2018, on a commencé le travail ici, on travaille avec l'argent qu'on gagnait avec IMO. Maintenant, là, avec l'extension aussi de 250 mètres carrés, minimum, quand je dis minimum, on peut avoir 80 sacs si ça produit bien. Si un milliardaire, comme au village, au village tu es un milliardaire, tu peux avoir une très bonne monture, tu peux construire des belles maisons, avoir des belles femmes à la maison. Dans quelques semaines, cet autre labeur de 100 vigoureuses paires de mains servira d'usine de stockage. Tout le monde y trouve son compte. Les plus de 6 milliards de francs CFA investis par l'État, l'Union européenne et l'Agence française de développement produisent des retours sur le quotidien et la lutte contre l'insécurité dans l'extrême nord. Faisons à présent le point des changements dans les municipalités. Après les récentes élections, les 4 communes de l'arrondissement de la Bumba Ngoko ont leur nouveau maire. Nous sommes là dans la région de l'Est. Des maires élus à l'issue des sessions de plein droit. Les maires Jean-Richard Allo et Norbert Moussa Diko ont été réélus respectivement à Molundu et à Salapumbe. À Yokadouma et Garigombo, le vent du changement a soufflé. Nous faisons le point avec Georges Alain Yango de CRTV Est. C'est par les communes d'Angossas, Abomban et Doumentan que le préfet du département du Oignon, Joseph Bertrand Maché, représentant de l'État, a terminé le tour des 14 communes de sa circonscription administrative pour superviser la tenue des sessions de plein droit consacrées à l'élection des maires et de leurs adjoints. Au bilan, sur les 14 communes, 7 communes ont renouvelé leur exécutif et 7 maires ont été reconduits. Donc il y a un taux de renouvellement de 50%. Par contre, on a noté un recul de la représentativité des femmes, mais nous sommes passés
de 3 femmes maires à 2 femmes maires dans le Oignon. Sans trop de tracasseries, les candidats au poste de maire à Abomban et à Angossas ont bénéficié de la confiance des conseillers. C'est ainsi que Charmant Oyal a été reconduit à la tête de l'exécutif communal d'Abomban, pendant qu'Alliance Flore Séglan, épouse d'Anmekok, a été portée à la tête de la commune d'Angossas. Je vais me référer déjà à tout ce que mes prédécesseurs ont fait. Je prendrai les conseils des anciens et de l'ancienne, celle qui est partie, qui est déjà une maman pour moi, pour continuer dans la même lancée. Nous ne manquerons pas à nos engagements. Ces populations nous ont fait confiance, alors elles doivent mériter l'engagement de notre part. À Doumentan, les conseillers ont fait face à 3 candidatures. Honoré Koumé a réussi à tirer son épingle du jeu après avoir récolté 16 voix. Le préfet Joseph Bertrand Maché a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de ces sessions de plein droit qui ont abouti à la prise de fonction des nouveaux exécutifs et des conseillers municipaux dans le département du Oignon. C'était donc plutôt le département du Oignon et non la Bumba Ngoko, et c'était Eli Omeondor et non pas Georges-Alain Yango. Toutes nos excuses pour cette légère confusion. Nous reviendrons certainement dans cette Bumba Ngoko dans nos prochaines éditions. Dans le sud-ouest, le nouveau maire de Mamfé Central promet d'œuvrer à la reconstruction de sa municipalité. Des engagements forts de Achouf Prisley Ojon, élu premier magistrat de cette ville. Cathy Nanjou de CRTV Sud-Ouest. Le département de la Magno est l'une des localités du Sud-Ouest qui aura le plus subi les affres de la crise sociopolitique qui a frappé la région. Pour le maire, l'heure est venue de tourner cette page triste et de redonner à Mamfé Central son visage d'antan. Je remercie toute la population de Mamfé pour la confiance qu'elle m'a confiée et je m'engage à faire tout de mon mieux pour répondre à leurs attentes. Le nouvel exécutif municipal a déjà une idée sur les axes prioritaires de sa mandature, à savoir la reconstruction des infrastructures détruites, l'approvisionnement en eau potable et le désenclavement à travers l'entretien routier régulier, entre autres. Le nouveau maire du comté, sous la collaboration des populations, pour mener à bien ses projets de développement dans sa circonscription. Âgé de 35 ans, Achou Princely Odjon est natif du village Echobi. Il est marié et père de 4 enfants. Au bas de cette page politique, ces réactions des leaders politiques, de l'élite et des forces vives du département du Noun qui condamnent avec la dernière énergie les allégations du président français contre le Cameroun face à un activiste au Salon de l'Agriculture à Paris, et le bureau politique de l'UPC à son tour qui dit non à ces propos indignes qui continuent de susciter révolte et consternation au sein de la population camerounaise. Parlons donc de l'inauguration d'un garage et d'un point d'eau, d'un forage plutôt et d'un point d'eau à l'université de Yaoundé 2 à Soa, des ouvrages réalisés par l'association camerounaise pour l'aide et la solidarité, un regroupement camerounais et turc. L'ambassadeur de Turquie était donc par conséquent à cette cérémonie où nous retrouvons notre reporter José Gaëtan Changa. Quantité et en qualité pour les plus de 22 000 étudiants de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Ce forage et ce point d'eau doté de 15 robinets sont l'initiative de l'association camerounaise pour l'aide et la solidarité. On a l'habitude de dire l'eau c'est la vie. Et je pense qu'avec cette installation, nous apportons un peu plus de vie dans le campus à Soa. Et nous avons eu l'opportunité de le faire grâce à l'association Akamas. Ces infrastructures viennent de répondre à un manque pressant en eau. C'est très difficile quand même parce que, comme moi, vous voyez, peut-être vous partez quelque part, il n'y a pas d'eau, vous êtes obligé de venir acheter de l'eau, donc c'était pas toujours évident. Je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'actuellement on est en saison sèche et comme le constatez, il y a beaucoup de poussière. Il fait très chaud. Donc avoir un point d'eau comme ça permet de nous hydrater plus facilement. L'association envisage dans un futur proche la construction d'un bloc de 100 toilettes au sein du campus.
La fusion de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale expliquée en français facile dans un ouvrage qui était dédicacé hier mercredi ici à Yaoundé. L'auteur s'appelle Charles Etundi. Il livre un plaidoyer pour cette fusion déjà opérée. La note de lecture de Étienne Pascal Azel. L'ouvrage est une ouverture de la porte fermée qu'est la bourse au grand public. L'auteur Charles Etundi construit son argumentaire autour de l'enjeu et même de l'opportunité qu'il y a aujourd'hui de fusionner les bourses de valeurs mobilières en Afrique centrale. La pensée scientifique du livre est dévoilée à la bibliothèque de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Le fait de voir deux marchés financiers fonctionner dans un espace aussi fragile, aussi encore largement dominé par l'informel et des entreprises familiales, véritablement n'était pas une bonne chose. Donc il fallait absolument aller à la fusion. La préface de Proté Ayama démystifie le monde très obscur du marché financier. L'auteur retrace ainsi la marche de la CEMAC et propose une thérapie au mal diagnostiqué sur l'économie de l'Afrique centrale. Le marché financier est à la fois un outil de distribution de la croissance pour pour l'ensemble des citoyens. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, c'est un outil d'inclusion financière qui permet à chacun de recevoir le tas de ce qu'il aurait mis sur une entreprise. Le livre cède repère aux entreprises embryonnaires de la sous-région Afrique centrale. Une publication des presses de l'Université catholique d'Afrique centrale. Il coûte 10 000 francs à la librairie. Il y avait une messe d'action de grâce dimanche dernier à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Koumou et Sazok, c'est dans l'archidiocèse de Yaoundé. C'était à l'occasion de la première messe de l'abbé Antoine de Padoue-Zambobina. Et au nom des fidèles et des populations, le père Léger Tchakounté, curé de cette paroisse, a dit la gratitude de tout le peuple de Dieu pour le don de ce nouveau prêtre. Augustin Bichoka. Ordonné prêtre de Jésus-Christ le 7 décembre 2019 en la cathédrale Notre-Dame des Victoires par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, l'abbé Antoine de Padoue-Zambobina est ici dans son village natal, Koumou 1. Il dit sa première messe. La paroisse Notre-Dame de Mont-Carmel de Koumou et Sazok baigne dans l'extase spirituelle. Comme Monseigneur l'archevêque nous le dit souvent, le lien avec notre culture, avec notre tradition à travers nos frères qui sont dans la périphérie est pour moi un motif d'action de grâce. Parce que c'est au nom de ce lien, c'est au nom de cet amour que je me suis attaché à eux et que je suis, par la grâce de Dieu, ce que je suis aujourd'hui. L'abbé Antoine de Padoue-Zambobina est venu chez les siens et les siens l'ont bien accueilli. Les confrères dans le sacerdoce ministériel, la famille, les amis, le curé de la paroisse, Père Léger Tchakounté et ses fidèles, tout ce beau monde est dans la joie. Je puis dire ma satisfaction. Lorsque je vois tout ce qui s'est passé à la messe, je suis content. Je voudrais que le Seigneur fasse de lui un prêtre selon son cœur et non le cœur des hommes, et qu'il apporte la paix partout où il sera envoyé en mission. Le jeune prêtre reçoit des cadeaux qui expriment l'abondance du cœur des siens, car pour cette communauté de Koumou et Sazok, l'abbé Antoine de Padoue est désormais compté parmi les intendants des mystères du Christ. Et c'est une grâce. Avant la page des sports, je signale ces deux télégrammes officiels de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le premier est adressé à son Excellence Faure Gnassingbé. C'est à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de la République togolaise. Le deuxième message de félicitations adressé à son Excellence Danilo Medina Sanchez, le président de la République dominicaine. C'est à l'occasion de la
fête nationale de ce pays ce 27 février. Les sports pour explorer l'état d'esprit dans la tanière des Lions A'. Les Lions A' en panne de but. Avec cette question ce soir, le sélectionneur choisit-il donc les meilleurs joueurs en cette saison de préparation pour le CHAN 2020? Voici quelques tentatives de réponse avec Évariste Yenga. C'est la ligne d'attaque qui suscite la remise en question. Elle est en panne de solution devant les buts. Le patron du banc de touche lance un appel à candidature. La recherche, n'est-ce pas, de ce joueur, n'est-ce pas, clé qui peut changer la donne d'un moment à l'autre. Mais nous sommes en train de travailler. On espère que d'ici là, après le stage bloqué de Bafoussam, nous aurons, n'est-ce pas, tous les éléments nécessaires pour la liste de 23. Pourtant, les joueurs qui ont marqué le plus de buts en championnat d'élite ont déjà porté les couleurs des Lions A'. Léon Boyomo de PWD de Bamenda, co-meilleur buteur avec 10 réalisations et titulaire contre le Rwanda. Samuel Len, Union de Douala, 8 buts en championnat, ancien meilleur buteur interrompu à cause de ses convocations en sélection. Alphonse Kevin Asiga du Canon, actuel meilleur buteur avec 10 réalisations, mais il a décliné sa dernière convocation en raison d'une urgence du mercato. Les observateurs suggèrent des pièces de réchange. Alphonse Kevin Asiga, qui est le co-meilleur buteur du championnat avec 10 buts. Nous avons aussi des joueurs comme Grégoire Nkama, le vétéran du TKC. Il est à environ 7 buts depuis le début du championnat et c'est Monsieur Efficacité. Nous avons Jean-Emmanuel Tchandjo de UMS de Loum, qui est l'un des ailiers les plus rapides du championnat. Nous avons aussi Emmanuel Tungwa de Yossa, le deuxième meilleur buteur du championnat avec 9 buts. À l'exception d'Alphonse Asiga, le meilleur buteur actuel, ces autres ne figurent pas au top du classement. C'est la deuxième ligne. Chacun a trouvé le chemin des buts en championnat moins de 7 fois en 24 journées. Et voilà qui rend plus ardue la recherche du tueur au plan local. Tout porte à croire que les meilleurs ont déjà été dans la tanière. Leur rendement mitigé est sans doute le reflet du niveau du championnat actuel. On espère que le meilleur reste à venir la fin du 20h30 avec une actualité dominée ce jeudi par la pose de la première pierre du deuxième pont sur le fleuve Logone entre le Tchad et le Cameroun par le président.